7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. Que se passe-t-il en Iran? Le pays s'est refermé sur lui-même en quelques jours après que les connexions Internet ont été coupées. Il y a tout juste une semaine, les Iraniens se rassemblaient dans de nombreuses villes pour dénoncer la hausse massive du prix de l'essence. Rassemblement réprimé par l'armée. Il y aurait de nombreuses victimes. Amélie Chély, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse associée au CADIS, spécialiste de l'Iran. Vous avez publié aux éditions du Cerf Iran, autopsie du schisme politique. Je le disais, les connexions Internet ont été coupées en Iran. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'informer sur la situation sur place? Effectivement, c'est plus compliqué que les fois précédentes. L'Iran est un habitué, en fait, un pays habitué de la coupure des réseaux sociaux. À chaque fois, par exemple, qu'il doit y avoir des manifestations d'ordre politique ou des problèmes beaucoup plus sociétaux ou sociaux, on a affaire à ce genre de choses. Jusqu'à présent, la Chine avait quand même un temps d'avance parce que l'Iran parvenait à bloquer un certain nombre de réseaux sociaux comme Facebook, mais parvenait beaucoup moins bien à le faire concernant Twitter parce qu'il y a des accès d'entrée et de sortie qui étaient moins bien maîtrisés que pour ce qui concerne la Chine. Mais il y avait la façon, une possibilité de oui, contourner les interdictions qui étaient après, tolérées. Vous avez aussi beaucoup d'Iraniens qui parviennent tout de même à se connecter à Facebook en recourant à un certain nombre de subterfuges. Mais au-delà de ça, il est vrai que cette fois-ci, on a sans précédent une aptitude au blocage des réseaux sociaux qui est quasi totale. Et c'est certainement dû au fait que le pays sous sanction est d'une part beaucoup développé justement ses aptitudes de recherche en ingénierie et autres, c'est-à-dire qu'on se rabat sur ce sur quoi on peut travailler quand on est sous sanction, et aussi parce qu'il y a l'absence des GAFA, tout simplement, étant donné qu'il n'y a pas ces grandes entreprises qui peuvent avoir un regard justement sur le système Internet iranien, eh bien en fait on laisse les pleins pouvoirs à l'État pour justement gérer ce genre de ressort. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours et d'abord peut-être en remontant le fil, qu'est-ce que l'on sait du bilan des répressions qui ont eu lieu suite aux manifestations? Sont pour l'instant, semble-t-il, des projections qui sont faites. Alors du côté du gouvernement iranien, on parle seulement de quelques victimes, il y en a moins d'une dizaine de personnes tuées. Du côté de l'ONU, on évoque plusieurs dizaines de victimes, peut-être même des centaines. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Amélie Chély? La seule chose qu'on puisse dire de façon certaine, c'est qu'on tire à balles réelles. Ça, c'est une certitude. Maintenant, effectivement, étant donné... On tire à balles réelles, c'est-à-dire la police, l'armée, l'armée en particulier, tire à balles réelles sur les manifestants, qualifiés d'émeutiers. Voilà. Maintenant, au niveau du nombre, c'est beaucoup plus compliqué, étant donné que, comme vous l'avez très bien dit, on a des différences en fonction de si vous observez la presse étatique ou justement des organisations extérieures. On a des chiffres qui sont extrêmement différents. Mais éventuellement, ce qu'on peut se permettre d'espérer, c'est de ne pas s'attendre à ce qu'il y ait une massification qui soit aussi importante que pour les manifestations post-électorales de 2009. On aura certainement plutôt affaire ici à quelque chose qui relève de l'encadrement violent, certes, mais des manifestations de décembre 2017 et de janvier 2018. Alors il y a eu un déclic qui est très facile à identifier, c'est la hausse très importante du prix des carburants, même si en Iran le prix de l'essence est très bas, mais là c'est augmentation quand même de 50% pour les 60 premiers litres achetés chaque mois. Qu'est-ce qui a motivé cette décision des autorités iranienne? Est-ce que c'était l'idée d'avoir davantage de ressources? Est-ce que c'était l'idée peut-être de limiter la consommation pour des raisons que vous allez nous expliquer, Amélie Chély? Alors très clairement, c'était pour éviter la contrebande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'Iran a pris cette mesure, sur laquelle il est revenu d'ailleurs depuis, pour justement répondre à un conseil du FMI. C'est-à-dire une volonté de rentrer finalement dans les clous du langage international pour venir assainir l'économie. Étant donné que le pays est sous sanctions, venir retirer ces subventions qui étaient distribuées sous forme de coupons, ça venait effectivement juguler la perspective d'une revente du pétrole par la contrebande. Et donc moins de ressources budgétaires pour l'État iranien. Exactement. Donc c'est toujours dans ce cadre politique du gouvernement Hassan Rouhani que de vouloir assainir une économie, l'assainir notamment de ses produits financiers toxiques, de faire la chasse aux corrompus et ainsi de suite. Malheureusement,
malheureusement, il est en perte de vitesse, ce gouvernement Hassan Rouhani, parce qu'on a vu qu'avec le retrait unilatéral de Trump, même s'il y a un assainissement de la politique et de l'économie intérieure, on a toujours énormément de mal à avoir des retombées positives de levée de sanctions qui ne se font pas. Je rappelle, Hassan Rouhani, c'est le président iranien, sachant que quand on parle du régime iranien, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il y a le président et puis il y a le guide de la révolution, Ali Khamenei. C'est une hydre à deux têtes qui est plus ou moins en phase sur ces sujets, encore que là, manifestement, les deux disent la même chose. Il y a aussi un autre argument qui a été avancé par le régime iranien, Amélie Chély, c'est de dire que cet argent qui allait être récupéré servirait à la redistribution auprès des plus pauvres. Est-ce que ça, c'est un argument strictement politique, disons? Non, l'histoire a montré qu'effectivement, c'était notamment sous Mahmoud Ahmadinejad, donc le précédent président, qu'en règle générale, quand il y a des réformes économiques chirurgicales, c'est aussi pour acheter la paix sociale en redistribuant aux plus pauvres. Donc c'est pas inenvisageable. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est toujours pour servir les intérêts de ceux qui justement s'enrichissent, de conserver cette paix sociale. Cette paix sociale, comment est-ce que le régime iranien, comment est-ce que le gouvernement iranien la gère aujourd'hui depuis ces manifestations? Alors il y a eu donc des répressions par l'armée qui ont été importantes. On en est où? Là, c'est pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout dans une gestion de la paix sociale. On s'en rend bien compte. Et même si le gouvernement a fait machine arrière concernant cette coupure des subventions, eh bien, on voit que les vagues de contestation continue. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en 2017-2018, c'est-à-dire qu'au départ... Pardonnez-moi juste, quand vous dites machine arrière, c'est-à-dire l'augmentation a été annulée? Voilà, c'est-à-dire que les subventions finalement seront maintenues, mais seront maintenues sous une autre forme. Il ne s'agira plus de coupons, mais une sorte de dédommagement qui se fera directement sur le salaire avec un ajustement aux revenus, en fait. Mais on voit bien que même si la mesure a été finalement retirée, les manifestations sont bien parties pour durer. C'est un petit peu comme ce qu'on avait pu observer en 2017-2018, où au départ, la protestation était politique et puis progressivement, elle s'est élargie à des revendications économiques et finalement, on s'est mis à viser clairement des symboles, des institutions, de l'État et on a commencé à observer des slogans d'ordre politique. C'est très certainement ce qui risque de se passer ici aussi. Merci beaucoup Amélie Chély de nous avoir apporté ces éclaircissements. Je renvoie donc à votre ouvrage aux éditions du Cerf, Iran, autopsie du schisme politique. Je vous signale également que Florian Delorme dans Culture Monde à partir de 11h reviendra sur la situation en Iran et également en Irak avec ses invités Clément Terme et Azadeh Kiran. Puis je rappelle que Fariba Abdelka et Roland Marchal, tous les deux chercheurs aux séries, sont toujours détenus en Iran. Ils ont été arrêtés en juin dernier. La première est accusée d'espionnage, le second de collusion en vue de nuire à la sécurité de l'État iranien.